Merci de votre aimable fidélité. C'est la seconde partie de New World Forum qui parle cette semaine du vaccin pour le continent africain. Est-ce nécessaire dans le contexte actuel du développement de la pandémie? Nous en parlons avec le professeur Didier Kouevi. Il est médecin épidémiologiste, chef du département de santé publique à l'université de Lomé, impliqué dans la riposte contre la maladie dans son pays, le Togo. Pour cette deuxième partie, j'ai souhaité qu'on parle des effets secondaires possibles des vaccins déjà mis sur le marché. On n'a même pas encore fini de parler de l'efficacité de ces vaccins. Peut-être revenir là-dessus brièvement avant d'évoquer les effets secondaires. Donc, pour vous, il était difficile de dire quel était le meilleur vaccin. Mais ce que je voudrais dire, les deux vaccins sur lesquels on n'a pas beaucoup de données scientifiques, notamment les vaccins russes et chinois, là, est-ce qu'ils font leur preuve aussi? D'après ce que j'ai pu lire, il semblerait que ça soit de bons vaccins, d'après les communiqués. Donc, ils ont annoncé des efficacités autour de 90%. Voilà. Aussi. Donc, je pense que il y a de très bons chercheurs en Chine et de très bons chercheurs en Russie. Je n'ai aucun doute. Maintenant, après, il faudrait voir les données et pouvoir les comparer. Donc, pourquoi ils ne sont pas transparents? C'est pour éviter la transmission d'informations sensibles? C'est vrai que le processus de publication et de validation des résultats par les pairs peut être parfois difficile. Peut-être qu'ils sont dans le processus. Ça peut être une question de jours. Et voilà, donc ça, je pense qu'ils seront obligés, tôt ou tard, parce que pour avoir ce qu'on appelle les autorisations de mise sur les marchés, il faut que vous puissiez communiquer l'ensemble des données scientifiques à un gouvernement et qui pourra prendre une décision. Donc voilà. Mais en gros, est-ce que les vaccins Pfizer et Moderna ne sortent pas du lot parce que leur efficacité... je vous l'ai dit, 95%. Je ne réfléchirai pas comme ça. Je mets les 5 critères, j'attribue des points à chaque critère. Mais en termes d'efficacité, ils sont les meilleurs, non? Oui, en termes d'efficacité de 90, 95, AstraZeneca 70. Ça dépend de quelle population. Quand ils font des analyses en fonction de l'âge, ils trouvent 90. Donc, un vaccin qui protège déjà à plus de 70%, c'est un bon vaccin. Donc, un bon vaccin pour AstraZeneca qui coûte moins cher. Moins cher. Ouais. Et puis, en termes de logistique... Zéro. On ne va rien dépenser en termes de logistique. Mais ça veut dire que Zeneca peut avoir de l'avance dans le contexte africain. Non, c'est pour cela que vous allez voir que tous ces vaccins sont utilisés, tous les vaccins disponibles sont utilisés. Même en Grande-Bretagne, ils utilisent pratiquement les 3 vaccins. AstraZeneca, Moderna et Pfizer. En France, ils ont commencé par Pfizer. Moderna a été validé aussi par l'Union. Moderna vient d'être validé. Donc pour le moment, il n'y a pas encore AstraZeneca. Mais pour le moment, il faut utiliser, je pense, tous les vaccins parce que si vous commencez une stratégie vaccinale et que vous avez après une rupture, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas mettre tous vos billes dans un seul panier. Donc voilà aussi, c'est également une question de stratégie et de disponibilité. Les Africains, est-ce qu'ils ne vont pas avoir recours beaucoup plus maintenant aux vaccins chinois et russes? C'est une possibilité. Il y a certains pays qui ont déjà annoncé qu'ils iront vers le vaccin russe, notamment la Guinée. Je pense qu'il y a d'autres pays, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. En tout cas, ce que moi j'ai pu lire, c'est que c'est pas aussi nul. C'est un bon vaccin. Il semblerait que c'est un bon vaccin, mais j'ai pas les données scientifiques pour aller en profondeur. Voilà. Mais je préfère ramener cette question en même temps. Est-ce que les Africains ont les moyens de détecter l'innocuité ou l'efficacité de ces vaccins avant de les acheter? C'est une question difficile. Normalement, ce qui se fait, c'est que lorsque le vaccin doit arriver dans le pays, il faut faire une demande d'autorisation de mise sur le marché. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle, ici au Togo, nous avons la DPLET, qui est la division des pharmacies, des laboratoires et des médicaments, qui est chargée de contrôler. Maintenant, ce qu'il faut éviter, ce sont les circuits parallèles. Parce que il y aura une question de contrebande, forcément. C'est comme pour les médicaments, où vous allez avoir un individu qui va vous dire « Moi, je peux vous trouver le vaccin ». Ça, il
il faut s'en méfier parce qu'il y aura une contrebande, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est pour cela qu'il faut passer par des voies classiques. La voie classique, c'est par exemple avec l'UNICEF, avec l'OMS, avec Gavi, qui est le Global Alliance Vaccine Initiative, qui est une voie classique où on sait qu'il y a une certaine sécurité. Et deuxièmement, c'est la discussion bilatérale avec directement le laboratoire. Mais aller contrôler ce qu'il y a dedans, ça sera un peu difficile de savoir exactement la composition. Bon, ceux qui valident les vaccins ailleurs, au sein de l'Union européenne, aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils voient? Comment ils textent les vaccins? Je ne sais pas, je ne connais pas très bien le mécanisme, mais je sais qu'il y a un dossier que vous déposez auprès de ces agences. Par exemple, aux États-Unis, c'est la Food Drug Administration et FDA. Et en Europe, c'est l'agence du médicament, l'agence européenne du médicament. C'est de la paperasse qu'on lit? Oui, c'est de la paperasse. Et je sais que pour Pfizer, c'était public. Ça veut dire que tout le monde pouvait poser des questions, consulter, etc. Mais je ne sais pas si on va... Donc, il n'y a pas un mécanisme de contrôle? De contrôle. Il doit les y avoir... Africains, par exemple, prendre la dose et voir si, effectivement, ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Il y a un mécanisme, il y a ce qui doit se faire. Forcément qu'il y a un processus de contrôle qualité au niveau du laboratoire qui produit. Voilà. C'est ce que vous vérifiez tout simplement. Mais ce qui se passe dans les... Ça, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Est-ce qu'on a les moyens de vérifier? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Techniquement, comment ça peut se faire si on veut voir ce qui se trouve dans les vaccins? Ça, c'est plus une question pour ceux qui sont les spécialistes de toxicologie. Je peux demander à mon confrère, le professeur Diallo, comment ça se passe. Mais je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème. Il faut que je demande à l'avis d'un spécialiste. Je ne sais pas. Mais en Afrique, est-ce qu'on dispose des moyens techniques? Là, je parle de moyens techniques pour voir ce type de vaccin, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se racontent autour de ces vaccins, pour que tout le monde ait le cœur net. Est-ce que vous avez les moyens? Un vaccin, là, on vous envoie une dose aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez tester, nous dire, je ne sais pas s'il faut utiliser les cœurs de Fellin ou... C'est beaucoup, c'est beaucoup parce qu'il plus faut difficile. utiliser, mais... Non, c'est beaucoup plus difficile si vous le prenez comme ça. C'est comme si on voulait remettre en question aujourd'hui un antibiotique que tu prends. Pourquoi tu veux le faire sur le vaccin et tu ne le ferais pas, par exemple, sur une boîte de Doliprane? En principe, ça devait se faire de temps en temps. Voilà. Est-ce que vous devez prélever des échantillons et les tester? Il y aura probablement ce qui va se faire avec le temps, un processus de contrôle qualité où vous allez envoyer, vous allez contrôler ce qu'il y a dedans. C'est ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, dans les laboratoires où les laboratoires participent à des contrôles qualité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils signent une convention avec un grand laboratoire, par exemple le CDC, qui envoie des échantillons et qui vous dit, donnez-moi les résultats. D'accord? Et eux, ils ont les résultats en aveugle et vice-versa. Donc, il y aura un processus de contrôle qualité, mais vraiment, ça, c'est pas mon domaine, je ne peux pas répondre. Est-ce qu'on aura les mêmes doses que ce qui est administré ailleurs? Je pose la question, elle a son sens, parce qu'on remarque parfois que les médicaments qui sont utilisés sur le continent africain, ce n'est pas la même chose, ça porte le même nom. Ce ne sont pas des circuits parallèles, mais généralement, ce sont des médicaments parfois de faible efficacité. Ah bon? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que... Vous le savez mieux que moi. Non. On aura, je pense, c'est pour cela que je dis qu'il faut éviter tout ce qui est circuit parallèle. Est-ce que c'est pas une question de circuit parallèle? Vous achetez des médicaments dans des officines agréées, parfois qui n'ont pas les mêmes efficacités, que ce soit les antibiotiques ou les antidouleurs. Vous avez la preuve? Non. Soyons sérieux. Est-ce que vous avez la preuve? Il n'y a pas de preuve. On a dit, beaucoup de gens disent, j'ai acheté tel médicament. J'ai même des confrères qui te disent qu'ils vont acheter le paracétamol en France. Est-ce qu'on a la preuve? Donc, il y a probablement, il faut regarder. Le fait qu'ils aillent acheter ailleurs, c'est quand même une partie de la preuve. Believe or not believer. Voilà. Si je prends mon paracétamol et qu'il est efficace, voilà. On ne peut pas tout contrôler. Même ce que nous mangeons, on ne peut pas tout contrôler. Même le whisky que tu bois, on ne peut pas contrôler. Il y a le whisky frélaté qui se présente de là. Mais c'est exactement, c'est pas que spécifique aux médicaments, c'est général dans tout ce que nous faisons. Voilà. Mais il faut quand même contrôler une bonne partie, non? Si, c'est pour ça qu'ils participeront à des processus de contrôle qualité. Bon, maintenant, vous avez évoqué la possibilité
qu'il y ait des circuits parallèles, c'est là que va se trouver le danger parce que le vaccin coûte un peu cher. Ouais. Alors, si quelqu'un arrive à introduire des doses, je ne sais quoi, d'urine de rat quelque part, ben, avec les $5, $10 pour le médicament, il va se faire beaucoup d'argent. Donc c'est là qu'il faudra être très vigilant. Oui, c'est comme pour les médicaments. Hein. C'est comme pour les médicaments de rue. Il y a toujours des circuits parallèles. Il y aura de la contrebande. L'OMS a déjà prévenu les pays en disant attention à la contrebande, attention au grand banditisme qui vont fabriquer des vaccins. Donc c'est aux États d'être vigilants. Ici, pour le Togo, c'est la déplète de vraiment vérifier d'où vient le produit, quelle est la traçabilité et de voir d'où vient ce produit avant de donner son autorisation et de continuer la surveillance. Et ensuite, régler les questions logistiques, la conservation, des températures, s'il le faut, requises. C'est pour cela que le choix du vaccin, il faut se préparer. Si vous décidez de choisir un vaccin à moins 70 degrés, donc il y a une préparation qui doit se faire. Être sûr. Et il faut se dire que le vaccin, c'est pas pour Lomé. Je prends l'exemple du Togo, par exemple. Que le vaccin, c'est pas pour Lomé. Qu'il faut vacciner peut-être à Kara, à Sotobois, à Blita, etc. Et parfois dans des villages qui n'ont pas d'électricité. Parfois. Quelle est la chaîne logistique? Est-ce que nous avons la logistique pour pouvoir faire cela? Je n'en sais absolument rien. Peut-être que lorsque vous faites la commande auprès de Pfizer, et peut-être que Pfizer a des disponibilités ou accompagne la vente avec une chaîne de froid. Ça, c'est pour moi des inconnus. Il faut vraiment discuter là-dessus. Ce qui est en train d'être fait actuellement, c'est qu'il y a un groupe technique qui a été mis en place au niveau du ministère de la Santé qui est en train d'écrire ce qu'on appelle le plan d'introduction du vaccin et qui est en train de voir les avantages, les inconvénients. Et c'est à l'issue de ce travail, du plan technique, qu'on choisit un vaccin. Et ce groupe, je crois qu'ils ont terminé leur travail vendredi. Je n'ai pas encore la conclusion du groupe technique, mais il y a un groupe technique qui, pendant 10 jours, a essayé d'écrire le plan d'introduction du vaccin et avec les avantages, les inconvénients de tous les vaccins, la chaîne de froid, les conditions logistiques, et on aura la conclusion. C'est à partir de ce travail, qui doit être sûrement validé après par d'autres instances, qu'on pourra décider du vaccin que le pays a décidé. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas aller sur un seul vaccin. Il ne faut pas choisir un seul vaccin. Alors, les effets secondaires maintenant, on en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées sur les vaccins de façon générale et le vaccin de coronavirus avant même qu'il ne soit trouvé. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des informations précises? Toutes les informations sont dans les publications scientifiques sur le vaccin. Alors, quels sont les effets secondaires? Mais ce sont ce qu'on appelle ces effets secondaires à court terme. D'accord? Et lorsqu'on parle d'effets secondaires, lorsque vous prenez même le Doliprane, vous pouvez avoir des effets secondaires. Les effets secondaires du Doliprane, c'est par exemple une insuffisance hépatocellulaire lorsque vous dépassez la dose. Ce qu'on nous dit, et vous pouvez faire des allergies. Donc, comme tout médicament, il y aura des effets secondaires. Classiquement, on a deux types d'effets secondaires. Des effets secondaires qu'on appelle attendus et des effets secondaires qui sont inattendus. Et dans les effets secondaires qui sont attendus, il y a des effets secondaires d'abord au niveau local, au niveau du point d'injection, qui sont des douleurs, des gonflements, des érythèmes, etc., qui sont rapportés. D'accord? Pour ça, c'est sûr, il paraît que c'est très douloureux. D'autres disent non. Maintenant, c'est la sensibilité de chaque individu. C'est une injection intramusculaire. Ça dépend. La notion de douleur est une notion très subjective. Ouais. Donc après, je ne sais pas, on va l'évaluer. Mais moi, j'ai des connaissances qui ont fait la vaccination. Ils ne m'ont pas rapporté une douleur considérable. Donc, il y a ces éléments. Après, il y a des effets secondaires, ce qu'on appelle sur le plan général, qui sont la fièvre, qui sont quelques douleurs articulaires, quelques céphalées, quelques frissons. Mais tout ça ne doit pas nous faire peur. Si vous prenez une boîte de paracétamol, regardez la liste des effets secondaires. C'est marqué, parce que chaque individu a une certaine sensibilité vis-à-vis des médicaments. Maintenant, ce dont on a peur, c'est les grandes allergies, c'est-à-dire ceux qui vont faire des allergies ou un choc anaphylactique. On n'en a pas encore rapporté. Mais d'après ce que j'ai pu lire, les allergies, c'est 1 sur
100 000 à peu près. Donc voilà, il y a forcément des effets secondaires, il y aura forcément des gens qui ne seront pas d'accord, mais ça, ce sont des effets secondaires à court terme. Après, nous rentrons dans ce que nous appelons la phase 4, qui est la pharmacovigilance, qui sont les effets secondaires que nous allons observer sur le long terme. Et ça, personne n'en sait rien. Non, personne n'en sait absolument rien. Et ça, c'est ce qui permet à long terme de retirer, par exemple, des médicaments. L'histoire, il y a une histoire classique qui est le Distilbène qu'on a utilisé chez les femmes, qui a entraîné des complications. Il y a des médicaments qui ont entraîné des scléroses en plaques. Ça va arriver avec le temps. C'est comme les antirétroviraux qu'on utilise dans le traitement de l'infection à VIH, qui entraînent ce que nous appelons des accumulations de graisse au niveau du cou, qu'on appelle les lipodystrophies. Ça, ce sont des complications qui vont venir à long terme. À long terme. Donc voilà un peu, voilà un peu comment cela va se présenter. Mais la crainte des anti-vaccins aussi, c'est de voir à long terme si ces vaccins qui ont été fabriqués un peu dans la précipitation ne vont pas avoir des effets irréversibles. C'est ça aussi la crainte. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on sait. Ce vaccin, on a commencé à l'utiliser vers mi-novembre peut-être. Donc on a un recul de quoi? De 6 semaines. Lorsqu'on passe d'une vaccination à large échelle, avec 15 millions, pour le moment, on n'a pas observé. Mais ça, c'est sur le court terme. Bon, après, il y a ceux qui l'ont déjà reçu durant la phase clinique aussi. Voilà. On a un recul de 6 mois, 1 an déjà. Donc, ceux qui ont reçu à la phase clinique, on va les suivre. Ils continuent d'être suivis. Et ils seront suivis pendant une période de 2 ans après la phase clinique. Pour voir, est-ce qu'il y aura... C'est ce qui nous permettra de savoir... d'avoir des données sur la durée exacte de protection et sur quelques effets secondaires à court terme. Et puis, il y a même des effets secondaires qui vont venir dans 5, dans 10 ans. Pour des médicaments, souvent, qu'on prend à vie dans les traitements des maladies chroniques. Qu'est-ce qui provoque même les effets secondaires pour les vaccins? Quand vous nous dites que les vaccins, c'est parfois des microbes morts, des microbes atténués, pourquoi ça doit provoquer autant de... Parce qu'au fait, en réalité, le principe de la vaccination, c'est quoi? C'est que je prends le virus et je rends le virus inactif. Donc, c'est comme si j'injectais une maladie, mais à petite dose. Et donc, en réalité, les effets secondaires, sur le plan général qu'on observe, ce sont les signes mineurs de la maladie. C'est-à-dire céphalée, fièvre, frisson. Mais d'une durée relativement courte et qui disparaissent spontanément avec le temps, au bout de 3, 4, 5 jours. Donc, ces effets secondaires sont plutôt souhaitables, non? Oui, ça montre même, en fait, en réalité, ça montre même d'une manière ou d'une autre qu'il y a une certaine efficacité. Et dans toutes les études, on voit qu'il y a plus d'effets secondaires dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo, ceux qui ont reçu un traitement où il y a de l'eau distillée, etc. Tu vois? Alors, professeur, je voudrais ouvrir une parenthèse sur l'affaire BCG. J'ai écouté un médecin, notamment africain, théoriser sur l'affaire BCG. Pour lui, il n'y a plus besoin de vacciner les Africains contre le coronavirus parce que le BCG procurerait une type d'immunité qui pourrait faire face à ce virus. Est-ce que c'est crédible, cette piste-là? Il y a tellement de théories. Il y a tellement de théories. Même le BCG, c'est un un vieux vaccin. Ouais. Je crois que le BCG date, Calmette et Guérin date de plus de 100 ans. Que je sais que à un moment donné, cette théorie a été évoquée en disant que ça permet de réduire la survenue de certaines formes de maladies respiratoires. Notamment les formes graves. Il paraît que c'est ce qui expliquerait la relative résistance des enfants par rapport au coronavirus. Les enfants qui développent vraiment des formes graves de la maladie. Mais on est en train d'être surpris avec le nouveau variant, en se disant que ce nouveau variant aussi entraîne des hospitalisations chez les enfants sud-africains. Et qu'en Grande-Bretagne, on commence par observer des formes graves chez les enfants. Donc, moi, je me méfie tant qu'il n'y a pas une étude sérieuse, rigoureuse. En fait, ces genres d'études, ce sont à peu près des études un peu compliquées qu'on appelle ici ailleurs pour voir vraiment l'impact. Et voilà, je ne peux pas conclure. Je n'ai pas tous les éléments. Donc, il faut être très prudent sur l'affaire BCG également. Oui, il faut comme
On aurait dû l'être pour l'hydroxychloroquine. Voilà, exactement. De toute façon, cette maladie nous montre qu'il faut être très prudent, il faut être humble, et puis on observe. Voilà. Alors, vous l'avez évoqué, l'affaire des variants remarqués en Grande-Bretagne et puis en Afrique du Sud. C'est quoi un variant? C'est un peu compliqué. Je vais voir comment l'expliquer de façon un peu simple. Quand vous avez un virus, au fait, il se multiplie. Il se réplique. Il y a une réplication. C'est ce qu'on appelle un peu de la réplication virale. Il se multiplie. Voilà, il fabrique plein de copies. Et en fabriquant des copies, parfois, il fabrique mal la copie. Donc, il a des copies sans bras. Tu vois? Ou bien il y a des copies sans tête. Et ça devient un nouveau virus donc c'est un variant. Et donc voilà, il y a le remplacement d'un acide aminé par un autre acide aminé. C'est vous qui pensez que c'est une mauvaise copie? Peut-être il s'agit d'une défense aussi du virus? Non, justement, c'est que nous n'avons pas les moyens pour pouvoir savoir si c'est une bonne copie. Et ce qu'on dit, c'est que ce nouveau variant est beaucoup plus contagieux, mais pas forcément plus grave. Donc il faut prier pour qu'il n'y ait pas une mauvaise copie, qui soit une variante beaucoup plus dangereuse. Donc c'est ça le processus à peu près de la virologie, de la réplication virale. Voilà. Mais certains pensent aussi que ces variants sont des réponses du virus au traitement, aux médicaments, à la riposte médicamenteuse. Non, je ne crois pas. C'est quoi? En fait, en réalité, dans le traitement, il n'y a pas réellement de traitement. Et on n'a pas réellement utilisé des antirétroviraux. On a souvent, dans le cas du traitement de l'infection à VIH, on parle de mutations qui sont dues au fait qu'on prend des médicaments, notamment des médicaments antirétroviraux. Si vous ne les prenez pas bien, ça va entraîner des résistances. Si vous sautez, notamment par exemple pour les favirenz, qui va générer un certain nombre de mutations. Voilà. Ici, on n'a pas réellement utilisé des antiviraux. Beaucoup de pays n'ont pas dans leur protocole des antiviraux. Les antiviraux qui ont été essayés, c'est le lopinavir, ritonavir. Certains l'utilisent dans les formes graves, notamment en Côte d'Ivoire, on l'utilise dans les formes graves. Après, d'autres sont pour, d'autres sont contre. Voilà, je ne crois pas, je ne sais pas. Il faut, et la question maintenant est de savoir si ce variant, il est en Afrique, puisque les gens continuent à voyager. Oui, mais puisque l'Afrique du Sud a détecté ce variant, oui, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ça se trouve dans d'autres pays, non? Au Togo? Je n'en sais rien. Non, c'est pour ça qu'il faut faire du séquençage. On n'a pas forcément les moyens pour faire du séquençage. Nous avons été contactés par des labos, quand je dis des labos, par des collègues, d'autres chercheurs. Ça, c'est une idée. Et ça serait bien qu'on sache si ça existe au Togo ou pas, ou en Afrique. Donc, ces variants ne sont pas forcément des formes plus dangereuses. Pour le moment, il paraît que ça multiplie la contagiosité. Ça veut dire que ça devient plus infectieux, mais moins dangereux. Bon, je ne sais pas sur quel élément on se base. C'est très récent, hein, donc je n'ai pas toute la littérature encore. Donc on n'a que pour le moment des communiqués de presse. On n'a pas encore un article scientifique où tu vas le lire en profondeur pour savoir les conséquences. Oui, à cette allure, d'ici 5 ans, 10 ans, est-ce que il n'est pas possible d'avoir des variants plus graves? Est-ce que c'est une hypothèse à exclure? Tout est possible. Dans le cas de cette épidémie, tout est possible. Moi, si je prends le cas de l'infection à VIH où j'ai un peu travaillé, on a des formes des mutations voilà. Et maintenant, c'est que les nouveaux enfants qui ont le virus ont des formes un peu mutantes. Voilà. Mais je ne peux pas me prononcer là-dessus. Il y a encore beaucoup d'inconnus là-dessus. Mais justement, sur le VIH-Sida, comment se fait-il qu'une maladie découverte depuis maintenant 40 ans environ, il n'a pas encore de vaccin? 1981. Oui, 81, 2000, je ne suis pas très bon en mathématiques. 1981. Ça fait 40, non? Ouais, oui, voilà, je commence pas à être bon. Donc, voilà, Françoise Barry, c'est aussi Luc Montagnier, voilà. Oui. Alors, comment se fait-il qu'on n'a pas encore la piste crédible d'un vaccin? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'essais, mais aucun n'a
franchi la phase 3, la phase d'essai clinique. Oh, si. Il y a eu des essais cliniques, je crois qu'il y a eu Oui, mais un qui essai... n'ont pas été concluants. Oui, qui n'ont pas... Voilà, mais il y a eu des essais cliniques et je crois qu'il y a un essai thaïlandais qui avait montré une efficacité de 42%. Donc, efficacité de 42%, c'était pas bon. Mais il y a des pistes, hein. Il y a un grand groupe qui travaille sur les essais vaccinaux. C'est une piste. Après, les gens pourraient toujours se demander pourquoi on l'a trouvé vite pour le coronavirus et qu'on n'a pas trouvé vite pour le VIH. C'est pas la même maladie et les manifestations ne sont pas les mêmes. Mais le sida doit être plus compliqué que le coronavirus. En termes de réplication, il paraît que c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que le coronavirus. Mais le coronavirus, on n'est qu'au début. Hein. Donc, voilà, on ne savait pas qu'il y aurait des variants. Les variants sont arrivés pratiquement une année après. Peut-être que chaque mois, on va nous découvrir de nouveaux d'autres variants. Donc, il faut attendre. Voilà. Mais est-ce que les vaccins sont efficaces contre les variants trouvés maintenant et les variants qui sont découverts après? Question difficile, c'est une question à 1 million d'euros. C'est une question extrêmement difficile parce que quand on faisait les essais, forcément qu'on n'a pas séquencé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel type de variant ces sujets avaient. Donc ça veut dire que dans ces essais, en général, on a toujours ce qu'on appelle une biotech, où on a les prélèvements qui restent. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller regarder dans ces prélèvements pour voir quel type de variant ces sujets ont proposé. Entre-temps, il y a eu un communiqué de Pfizer qui disait que c'est efficace. J'attends, j'ai pas les données pour communiquer. Il faut. Voilà. Il y a tellement de communiqués. Il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est avant, nous avons les informations dans les revues scientifiques. Vous allez sur PubMed, vous téléchargez votre article, vous prenez. Aujourd'hui, nous avons les informations dans Santé Magazine, tout le monde reprend les informations parce que, tout le monde a envie d'avoir des données. Même dans les revues scientifiques, les informations ne sont pas sûres. L'exemple, la dernière fois, de Lancet. Non, c'est pas ça. Qui a publié du pipeau. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut voir le processus de publication. Vous êtes un éditeur, vous recevez un article qui vous dit, voilà, ce médicament n'est pas efficace. Vous, en tant qu'éditeur de revue, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez cette publication à 5 confrères. Donc un biostatisticien, un épidémio, un clinicien. Tout le monde vous fait un retour. Et chacun fait un commentaire, c'est un bon article, il manque tel ceci, il manque ceci, il manque cela. On renvoie ceci, le processus, on renvoie les commentaires à l'auteur, qui répond en disant ceci, et finalement, l'éditeur, lui, fait la synthèse. C'est tout. Et lui dit, je trouve que cet article n'est pas mal, ok, on y va, on publie. Mais c'est 5 personnes ou 6 personnes qui ont validé le travail. Après, l'article est publié sur le site. Et vous avez avec les commentaires? Non, pas sans les commentaires. Sur le site, il y a maintenant d'autres revues qui mettent tous les commentaires pour voir comment les gens ont répondu. Et vous avez d'autres qui disent non, il y a quelque chose de bizarre. Ah, ils ont mis des données australiennes. L'Australie dit mais le revivant n'était pas australien. L'Australie dit non, ce qu'on marque n'est pas cohérent et c'est ça la transparence. Ils ont le droit d'écrire. Et les gens disent, moi j'ai quelque chose qui ne va pas. D'autres disent, j'ai quelque chose qui ne va pas. Et ils ont écrit et puis ils se sont retirés. Voilà. C'est un processus qui est... C'est pas parce que vous avez publié quelque chose qu'au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, on peut vous dire que vous avez menti. Hein. Voilà. Mais l'éditeur a fait son travail, qui est son travail d'éditeur. Il a jugé, il a eu la caution des collègues qui ont dit c'est correct, mais on peut pas tout identifier. Hein. On peut pas tout identifier dans un article scientifique. Mais aussi bien Pfizer, BioNTech que AstraZeneca et Moderna, ils ont intérêt à dire aujourd'hui que leur vaccin protège contre les nouveaux variants. Surtout que personne ne pourra... On n'a pas à ce jour les données. Oui, mais personne ne pourra dire le contraire. Donc, ils ont intérêt à dire que ça couvre. Parce que ça va être quand même économiquement
De toutes les façons. dramatique Non, si, de toutes les façons. après un mois de vaccination, on se rend compte que ces vaccins ne couvrent pas les virus, le nouveau variant. Non, en fait, ce qui se passe dans les variants, c'est que vous gardez la grosse architecture du virus à 80-90%. Ça, c'est la même chose. Il n'y a que 10% qui ont été modifiés, etc. Donc, c'est vraiment une affaire très compliquée de biologistes, de microbiologistes, de virologues. Voilà. Ce ne sont pas des aspects que je maîtrise vraiment. Est-ce que les vaccins sont modélables une fois mis sur le marché? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'avec les nouveaux variants là, est-ce qu'on peut retoucher encore il semblerait, ça aussi, avec beaucoup de recul, il semblerait que justement avec cette nouvelle technique de l'ARN messager, c'est faisable. Mais il semblerait. Est-ce qu'on peut... C'est possible qu'on nous fasse voir un peu plus clair sur cette affaire d'ARN messager? Est-ce qu'on peut comprendre? Non, mais c'est très compliqué. D'ailleurs, que je ne veux pas rentrer dans une explication à la télé sur les ARN. Pourquoi ils ont utilisé ARN messager? Parce que le coronavirus est un virus ARN? Non, c'est une nouvelle technique où il faut... Parce que l'ARN messager ne peut pas rentrer seul dans la cellule. Donc, on a utilisé des nanoparticules. C'est trop compliqué. Entourées de lipides. Donc, allez, on va pas abreuver les téléspectateurs. Ceux qui ont envie de lire, même pour les scientifiques, c'est très compliqué. Moi, je rentre pas. C'est une question vraiment d'immunologistes pointus, de virologues pointus qui savent exactement de quoi on parle. Voilà. Mais est-ce que c'est pas dangereux de manipuler à des échelles aussi microscopiques les cellules et les introduire dans le corps humain? Vous n'avez pas de crainte? Vous voulez donc dire que est-ce que ça va pas toucher l'ADN, etc. Voilà, c'est ça. Je n'en sais rien, mais est-ce que vous êtes totalement rassuré, vous, dans votre siège-là? Non, on peut pas être rassuré. Mais on peut pas être rassuré. La question est de savoir, est-ce que je ferai le vaccin? Moi, je fais de la santé publique. Et la santé publique, c'est la protection, ou bien la prévention d'une population assez grande. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y a moins d'effets secondaires? Est-ce que c'est disponible? Est-ce que ça peut permettre de réduire la mortalité? On y va. Mais après, c'est pour cela que la notion de consentement est arrivée, parce que justement, il y a tellement d'inconnus que le gouvernement français a voulu se protéger en demandant au sujet de signer un consentement en disant, en votre âme et conscience, nous n'avons pas encore toutes les données, mais on vous demande, on pense que c'est bien pour vous. Voilà. Mais déjà, le fait de faire signer cet engagement-là, c'est la preuve quand même qu'il faut être très très prudent sur cette affaire. C'est pas pourquoi vous voulez être prudent. Il y a une découverte. Je ne sais pas, lorsqu'il y a une découverte, normalement, on devait tous applaudir. Bon, mais maintenant, le monde, c'est qu'on a tous droit à l'information. Et, je dis, tout le monde, en son âme et conscience, va choisir de se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner. En son âme et conscience. Et ce qui va se passer, c'est que demain, on va nous dire que pour aller en France, il faut se faire vacciner. Oui, ça veut dire que vous êtes contraint d'une manière ou d'une autre. Mais chacun a envie de protéger son territoire. On va te dire demain, pour aller en Grande-Bretagne, il faut se faire vacciner. Oui, mais autant réclamer des tests négatifs, PCR, c'est ce qui coronavirus. Se fait. Oui, mais ça suffirait. Est-ce que c'est pas mieux que de vouloir imposer la vaccination à tout le monde? Non, mais puisque faire les tests, je ne sais pas, si vous faites des tests, chaque fois, vous voyez ce qu'on paie pour faire les tests. Oui, mais donc si vous avez choisi de ne pas vous vacciner, ça veut dire que vous payerez la contrepartie. Non, peut-être qu'il y aura les deux options, soit vous présentez un résultat PCR neg, ou bien vous avez un carnet de vaccination qui vous dit que vous avez une immunité. On aurait même pu dire que ceux qui ont déjà eu le coronavirus sont aussi protégés pendant 8 mois et qu'ils ont un passeport. Mais est-ce que ce n'est pas une maladresse même de sortir cette affaire de vaccination avant voyage, alors que la phase de vaccination n'est pas encore avancée? C'est-à-dire avant voyage? Ah oui, certains, je pense que j'ai cru lire que l'Australie va l'imposer pour assurer. Parce que contrôler, moi je vois la difficulté. Si vous avez voyagé ces derniers temps, pour rentrer dans l'avion, on vous demande vos tests 3 fois. On vous contrôle à l'entrée. Lorsqu'on enregistre vos bagages, on vous contrôle à la police, on contrôle
même, c'est pénible. En plus, l'affaire de masque qui n'est pas simple non plus. Non, mais ce qui est encore assez rigolo, c'est que vous respectez la distanciation physique lorsque vous enregistrez les bagages, et puis une fois que vous êtes dans l'avion, il n'y a pas de distanciation physique. Donc, faut dire tout simplement en rigolant que c'est extrêmement compliqué. Si c'était facile, je pense qu'on s'en serait sorti de plus. Humblement, on ne maîtrise pas grand-chose. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour conclure cette émission, professeur Didier Ekovi. Alors, si vous étiez conseiller épidémiologiste des grands décideurs d'Afrique, des grands responsables, chefs d'État, que leur diriez-vous par rapport à cette affaire de vaccination? Non, la position est simple. Il faut écrire son plan d'introduction du vaccin, en pesant les avantages, les inconvénients de tous les vaccins. De deux, il faut se dire quelle population, c'est-à-dire dans ce plan, on identifie les populations prioritaires à vacciner. Et de trois, c'est de se dire finalement, pour que ça marche, est-ce que nous avons les moyens de couvrir 50% de la population? Parce que ce dont j'ai peur, c'est qu'on rentre dans un schéma de démonstration pour dire nous sommes les premiers à vacciner. Et on va vacciner 5 personnes, 6 personnes ou 20 personnes. Ça n'a aucune efficacité, ça n'a aucun impact sur le plan de la santé publique. Ah bon? Même si c'est... Vous voulez dire 50% de la population totale? Ouais, il faut vacciner au moins 50% de la population pour casser la chaîne de transmission. Et si on pour le moment, aux populations vulnérables, voilà, pour le moment, si on dit que le vaccin que nous avons est un vaccin qui protège contre les formes graves, dans ce cas, on va vacciner les sujets qui ont une forme grave pour réduire la mortalité. Mais si vous prenez le cas du Togo, les sujets qui ont une forme grave, c'est... Comment pourra-t-on les identifier? Non, c'est tous les sujets qui ont plus de 50 ans. Bon. Deuxièmement, il me semble que vous n'êtes pas concerné, moi non plus. Si. Ah bon? Donc je fais partie des priorités. En plus, je suis hyper tendu. Donc je suis pas. En plus, je suis hyper tendu. Non, les sujets, et puis les sujets qui présentent des comorbidités. Or, le problème, c'est que si vous regardez la prévalence de l'hypertension artérielle en Afrique, les sujets de plus de 50 ans, c'est la moitié qui ont une hypertension artérielle. Donc, ça va être très, très difficile d'abord de les identifier. C'est compliqué. Pourquoi c'est ainsi? C'est une parenthèse que j'ouvre, ce qui concerne l'hypertension, alors que c'est considéré comme une maladie de riche. Pourquoi en Afrique? C'est pas une maladie de riche, c'est une maladie, tout le monde est hypertendu. C'est pas une maladie de riche du tout. Oui, mais dans le temps, on disait que ceux qui mangent bien, ceux qui... Non. On a une sensibilité au sel, il y a la pression, il y a le travail, il y a le stress, il y a l'anxiété. Non, on ne travaille pas plus en Afrique qu'ailleurs. Il y a l'anxiété, il y a la sensibilité au sel, et puis bon, voilà. Vous savez que... C'est quoi? 1/5 de la population togolaise est hypertendue. 1/5, c'est énorme. Oui. En plus, ça, c'est les données, puisqu'on fait une enquête, et ça, c'est un travail qu'on fait avec le professeur Bello. On fait ce qu'on appelle les enquêtes STEP pour mesurer la prévalence des maladies non transmissibles. La dernière date de 2010. Et celle de 2010 nous dit que c'est 19,5% de la population qui est hypertendue. Ça, c'est 2010. En 2020, j'imagine que ça doit être 23 à 24%, sans avoir fait d'études, mais je dirais un quart de la population est hypertendue. C'est énorme. Et quand vous prenez, et ça augmente avec l'âge. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres priorités. C'est-à-dire que la santé doit être avant tout une de nos priorités absolues. Et voilà, si je suis conseiller, je dirais, mettez beaucoup d'argent dans la santé. Oui, pour identifier donc ces formes vulnérables, ça va être difficile dans la mesure où la plupart, par exemple, je ne prends que les hypertendus, beaucoup ne le savent pas, même les diabétiques, beaucoup ne le savent pas. Donc,
Ça, c'est également une autre... En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Donc, ça, c'est une autre difficulté. Donc, il faudra faire une campagne de dépistage systématique national pour l'hypertension, pour le diabète, pour l'asthme. C'est facile. C'est encore facile parce que c'est juste des mesures, 3 mesures de 3 mesures. On peut faire une moyenne. Pour l'hypertension, c'est facile. Pour le diabète, ça veut dire qu'il faut prélever. Et qu'on sait très bien que un tiers en général des hypertendus ne savent pas. En fait, c'est coupé en un tiers. Un tiers des hypertendus ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Et un tiers des hypertendus ne sont pas contrôlés parce qu'ils ne prennent pas correctement leur tension, leur traitement. Ça va être difficile de les identifier. Peut-être que forcément, ceux qui ont des dossiers seront privilégiés. Peut-être ceux qui ont des assurances, je ne sais pas. Ça va encore demander un gros travail pour identifier les sujets prioritaires. La leçon principale que je tire de cette situation, c'est qu'il ne faudra pas attendre le vaccin pour pouvoir prendre certaines mesures dans le domaine de la santé publique. Il y a beaucoup de choses à faire avant le coronavirus, pendant le coronavirus et après le coronavirus, notamment les statistiques. Savoir qui est qui fait quoi, qui développe quoi. Il me semble que c'est nécessaire, non? Moi, je fais le plaidoyer pour la discipline que j'enseigne à l'université, qui est la santé publique. Et que c'est dommage que la santé publique ne soit pas très bien connue comme étant une spécialité, mais c'est une spécialité qui permet d'anticiper et d'insister beaucoup sur la prévention. Il nous faut des données statistiques parce qu'il faut des données justement pour planifier, pour faire les plans et pour améliorer la santé de nos populations. En même temps que c'est un débat aussi, est-ce que il n'est pas plus intéressant de ne pas savoir qu'on est malade plutôt que de le savoir? Ah, vous êtes philosophe aujourd'hui, Gilles. Non, je pense qu'il faut à un moment donné... Est-ce que vous voyez votre voiture chez le garagiste? C'est ça, c'est la vie, le corps humain. Le corps humain, c'est comme une voiture. Ce n'est pas réglable, ce n'est pas comme une voiture. Non, c'est comme le corps humain est auto-réglable, alors que la voiture... C'est comme une voiture, et cette voiture a besoin de contrôle technique et de check-up chaque année. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que le corps humain est auto-réglable. Pourquoi auto-réglable? Mais le corps humain soigne lui-même ses propres maladies. Non, c'est faux. Ce n'est pas faux, c'est faux. Professeur de Covid. Le corps humain lui-même se guérit de beaucoup de maladies. Moi, pour savoir que j'étais hypertendu, il a fallu que je fasse un bilan. Voilà, les gens me trouvaient un peu nerveux, j'ai voulu contrôler. Voilà, tension à 16,9. J'ai dit, waouh, c'est vrai ça, j'ai contrôlé pendant 2, 3 jours, 4 jours et je me suis mis sous traitement. Voilà, donc si je n'étais pas parti faire un bilan, je vous dis, le corps humain, c'est comme une voiture. Et si demain, je vous dis, votre voiture tombe en panne, on vous demande 500 000, vous allez trouver les 500 000 facilement. Si je vous dis donnez 500 000 pour aller faire votre bilan, vous allez me dire non. Qu'est-ce que vous appelez autorégulation? Voilà. L'Africain. Parce que vous chopez un virus, par exemple, le corps humain est capable lui-même d'éliminer ce virus avec ou sans médicaments. L'Africain ne veut pas mettre l'accent sur sa santé. Vous allez demander de payer 20 000 francs à un médecin spécialiste. Les gens vont sauter au plafond en disant c'est inadmissible. Alors qu'on est prêt à aller ouvrir une bouteille de champagne, à boire du whisky, même on n'arrive même pas... De mauvaise qualité. Et même on n'arrive pas à faire des abonnements dans les salles de sport pour entretenir notre corps. Voilà, donc c'est... Même si je trouve qu'on n'a pas besoin de salles d'abonnement pour faire du sport, il y a des espaces très larges. Il faut marcher. Rien que sa chambre à coucher peut permettre de faire beaucoup de sport. C'est 300 minutes par semaine. C'est 1 heure de sport par jour. C'est ce qui est recommandé par l'OMS. Pour éviter les maladies non transmissibles. Ce qui n'est pas régulièrement prescrit. Mais moi, je posais la question. la question parce que le fait de savoir qu'on a le diabète, on a l'hypertension, ça induit une forme de stress. Des effets psychologiques qui aggravent, ça devient un cercle vicieux. C'est pour ça que je me demandais, est-ce qu'il est plus intéressant de savoir qu'on est malade ou non? Oui, je pense qu'il vaut mieux savoir et de prendre un traitement. De prendre un bon traitement pour la tension,
Parce que vous voyez le nombre d'AVC qu'on a au Togo. Donc, prévenir le diabète. Vous voyez aujourd'hui la complication, pratiquement ceux qui ont le diabète, le risque d'être décédés de la Covid est multiplié par 3 ou 4. Et on sait que 75% des sujets qui sont décédés étaient porteurs d'une comorbidité. Et souvent, ce sont des comorbidités qui n'étaient pas bien contrôlées. Merci, professeur Didier Kouévi. Donc, la réponse à la question, l'Afrique a-t-elle besoin de vaccins aujourd'hui? C'est oui, mais... C'est oui. Il n'y a pas de mais. C'est oui, il faut se préparer. Pour être prêt. Mais il faut se préparer. Non, oui, il faut se préparer. Voilà, c'est tout. Non, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter. Il faut aller en essayant de penser à la population pour une reprise économique et surtout pour l'éducation de nos enfants. Merci infiniment pour vos explications et la convivialité des échanges. Merci. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un court instant, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.